pouvons commencer la réunion de ce midi avec un cas qui nous a quand même posé bon, un certain nombre de problèmes, mais de façon assez courte, puisqu'on a eu la solution finalement assez rapidement pour une histoire qui traînait quand même depuis pas mal de temps pour une patiente qui, comme Mathieu André va vous le dire, a été vue en dehors de l'institution avant d'arriver chez nous. Et donc, le titre un peu énigmatique, c'est parce qu'on avait envoyé cette présentation pour les printemps de la médecine interne. Je vous expliquerai pourquoi finalement ça n'a pas été retenu. Mais pour les printemps, il faut un titre un peu particulier. Et en fait, la solution est dans le titre. Voilà. Mais on vous donnera la solution après. Mathieu, Bonjour, merci. Euh, je dois excuser le docteur Daoud qui aurait bien voulu mais qui ne peut pas assister aujourd'hui au Grand Tour. Et Grand Tour pour lequel il y aura des invités mais qu'on va garder mystère pour le moment. Donc c'est le cas d'une femme de 35 ans pour qui tout allait bien jusqu'en janvier 2023. Donc on ne retrouve pas de voyage particulier. Elle a un chien. Elle ne prenait aucun traitement. Elle est graphiste. Au tout début du mois de janvier, elle fait ce qui semble être une angine, fièvre, transpiration, un mal de gorge important. Elle a des difficultés pour ouvrir la bouche. Elle rapporte un gonflement de temps en temps du mollet gauche. Elle est traitée par amoxicilline clavulanate et ça se résout en quelques jours. Et dans la semaine qui suit cette angine, elle développe une douleur importante de l'avant-bras droit. La douleur est insomniante et le bras est dit infiltré. Elle se rend aux urgences le 21 janvier. On constate effectivement une tuméfaction. C'est douloureux à la palpation de la loge radiale de l'avant-bras droit, avec une douleur lors des mouvements de supination, pronation et à la flexion du poignet. On suspecte une tendinite. La patiente avait également vu son médecin traitant qui avait prévu une échographie. Et donc, cette échographie est réalisée mi-février, le 15 février. Et ça montre en fait une tuméfaction du muscle extenseur des doigts. Le muscle est dit hyperéchogène avec une hyperémie au Doppler. Et la conclusion, c'est que c'est compatible avec une myosite de ce muscle extenseur des doigts. Et survient aussi une éruption, en fait, plus ou moins concomitamment à cette douleur de bras. Une éruption composée de plusieurs lésions, environ 6 ou 7, notamment sur le dos, et une au pli du coude gauche. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est le coude gauche, mais elle a mal au bras droit. Ce sont des lésions nodulaires dites très rouges, d'environ un peu moins d'un centimètre, surélevées et entourées d'un halo rosé. Et elle consulte une première fois donc en médecine interne le 20 février, pas chez nous, hein. pas chez nous. Et le diagnostic d'érythème noueux post-infectieux, donc après une angine, éventuellement un streptocoque, est posé. À ce moment-là, lors de cette consultation, il est décrit un érythème au niveau du tronc, du membre supérieur gauche et du membre inférieur droit. Et effectivement, le bras droit est infiltré. Il y a une prise de sang faite le 16 février, qui est quasi normale en fait, avec déjà beaucoup de tests à visée diagnostique. Elle a une CRP à 11, des polynucléaires neutrophiles à 1590, c'est dit un rien trop bas pour la norme du laboratoire. Et on peut déjà voir un quantiféron qui est normal, un facteur rhumatoïde, la recherche de facteurs antinucléaires, d'ANCA, d'anti-CCP, la sérologie maladie cœliaque, les anticardiolipines et anticoagulants lupiques pour le syndrome des antiphospholipides, tout ça c'est négatif. La sérologie syphilis aussi, HIV aussi, les ASLO sont négatifs. La sérologie Borrelia est négative, EBV c'est un contact ancien et aucun contact avec le CMV. Et voilà en fait ce qu'elle a au niveau du bras gauche. La première photo à gauche, c'est le 7 février, donc c'est un peu avant la consultation que je viens de vous décrire. Et puis, ce sont des photos prises par la patiente et vous voyez qu'un mois plus tard, ça a gonflé, ça s'est ulcéré. Si on regardait en fait les biologies faites avant par le médecin traitant, avant celle du 16 février que je viens de vous montrer, on pouvait noter une neutropénie un peu plus marquée. Elle était descendue jusqu'à 586 neutrophiles.
À un moment, puis ça remonte, 1088 et le 1590 au moment de la consultation du 16. Et la seule anomalie à la chimie, c'est 373 de LDH, donc c'est modérément augmenté. Alors, est-ce que vous pensez effectivement que ça va passer tout seul, puisque c'est un érythème noueux, post-angine à streptocoque, ou pas? Enfin, Sans doute que comme, non, comme, sinon on comme n'aurait pas fait. lésion, ça ressemble pas très fort à un érythème noueux, hein. Je me demande comment est-ce qu'on a pu qualifier ça d'érythème noueux. Euh, bon, est-ce que ça va passer tout seul, Jean? Non, sûrement pas, mais effectivement, ça ne ressemble pas du tout à des lésions d'érythème. La localisation géographique non plus, l'aspect typique des lésions non plus. Peut-être le fait que c'était très douloureux, c'est ça qui leur a fait pencher plutôt vers un érythème, parce que c'était très sensible, très douloureux. Remonte peut-être les photos. Attends, attends. Qui parle? Ah. Est-ce que l'examen clinique dont on parle correspond à ce stade d'évolution? Parce Là, qu'évidemment, la lésion était peut-être une notion sous-cutanée à durée, ils ont pris pour de l'érythème noueux, et puis que ça a progressé. donc, la première photo à gauche, c'est le 7 février. Donc, en fait, Au moment où elle consulte ailleurs. Ouais. donc c'est la première à gauche, c'est 2 semaines avant la consultation. Et les suivantes, c'est 2 semaines après. Et il n'y a eu aucun traitement. Le bras droit, lui, n'a plus de problème à ce moment-là. Le bras droit est encore un peu tuméfié et Mhm. douloureux. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur l'extérieur, non? On peut donner la parole. Non. OK. On avance alors. L'interniste demande une échographie de contrôle qui est réalisée le 10 mars. On y voit un aspect extrêmement inflammatoire du derme à hauteur de la face antérieure du coude gauche, hein, donc. Et c'est une structure hypoéchogène centrée sur le V veineux du pli du coude. Et c'est en fait une thrombose veineuse superficielle de ce V. Et elle s'étend jusque dans la céphalique et entreprend également la perforante de la veine humérale. Donc, on arrive vers une thrombose veineuse profonde. Et donc, il y en a effectivement une petite associée au niveau du pli du coude et un petit caillou endoluminal. Et 3 jours après cette échographie, elle revoit l'interniste qui constate une diminution de l'inflammation du bras droit. Donc là, il y a un mieux. Il n'y a pas de nouvelle zone. Il faut comprendre lésion d'érythème noueux apparemment. Mais par contre, donc la lésion du bras gauche est indurée, douloureuse à la palpation. Vous aviez vu sur les photos, elle s'ulcérait. Et donc là, il commence un traitement avec 16 mg de médrol, méthylprednisolone, et puis puisqu'il y a une thrombose veineuse, du rivaroxaban. Et il y a quand même une régression partielle au cours du temps avec ce traitement. Puisque ce que vous avez là, c'est une photo du bras le 5 avril, en ayant commencé le médrol et le Xarelto le 13 mars. Dans la foulée, le 12 avril, elle va en consultation d'hématologie, toujours ailleurs, principalement pour le problème de thrombose. Et donc, on conclut à une thrombose veineuse superficielle et profonde dans un contexte d'une lésion inflammatoire localisée au bras, érythème noueux, point d'interrogation. Et on confirme qu'il faut faire prendre du Xarelto pendant 3 mois. Et puis le 5 juin, ça ne va pas. Donc elle revient aux urgences parce que elle a trop mal au bras gauche, donc il y a un gonflement du coude, également au niveau axillaire et au niveau cervical. La lésion, on peut le voir, est pas proéminente, mais son bras, ça se voit peut-être pas bien sur la photo, il est vraiment infiltré, il y a une disparition des contours normaux, il y a un édème. La prise de sang faite ce jour-là aux urgences, elle reste normale. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire, la numération formule sanguine, elle est normale.
La chimie, elle est normale, y compris les LDH à ce moment-là. On fait un angioscanner de son bras. On peut constater une perméabilité de l'artère brachiale gauche et de la veine. Il y a une persistance de la thrombose veineuse superficielle associée à un magma inflammatoire en périphérie de cette thrombose, au pli du coude donc. La thrombose s'étend sur 7 cm. Il y a de multiples adénopathies dites non nécrotiques locorégionales au pli du coude et un empattement inflammatoire des tissus mous au coude de type cellulite. Et la patiente rentre chez elle. Est-ce que vous pensez donc que c'est une autre pathologie? À ce moment, c'est aux urgences chez nous hein, qu'elle Ça, c'est vient. aux urgences chez nous. OK, Tous ces passages aux urgences, c'était chez nous. OK. Alors, tu... Donc, est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que vous auriez pensé éventuellement à l'un de ces diagnostics différentiels? Il y a une infection à Mycobacterium marinum. Ça vit notamment dans les aquariums. Ça peut donner des lésions comme ça aux avant-bras, un peu ulcérés, je pense. Une dermatomyosite, parce qu'elle a quand même eu une myosite bon, très localisée, et puis un problème cutané. Alors, la tularemie, ça peut donner des syndromes ulcéro-glandulaires, en fait. Alors, c'est rarissime, mais il paraît qu'on voit parfois apparaître des cas transmis par les chiens. Elle avait un chien. Elle a un chien. Elle a un chien. Oui, donc la tularemie, je crois que on en reparlera peut-être plus avant. Alors, c'est vrai que c'est transmis par les chiens. Une épidémie au niveau de l'Europe occidentale, avec souvent plutôt des chiens de chasse qui vont aller manger des petits animaux qui sont infectés. Mais donc, il y a une incidence vraiment extrêmement progressive en Allemagne, en France. Elle a un chien, mais pas un chien de chasse. Non. Mais il est libre quand même. Oui. Il est libre, comme Max. Oui. À ce sujet, Bénédicte Delard a publié une série de 8 ou 9 cas de tularemie dans le Brabant wallon et dans les Ardennes. Mais avec quand même un syndrome inflammatoire qui est très important et aussi au niveau chronologie, ça arrive très rapidement. Ce sont des lésions qui se développent très rapidement. Alors, il y a ce qu'on appelle le lymphocytome, qui est en fait une lésion cutanée lors de la borréliose secondaire et qui ressemble à une sorte de petite boule très rouge, très vascularisée. Le mycanthis fungoïde, ça, c'est un lymphome cutané en fait d'origine T, c'est le plus fréquent des lymphomes cutanés T. Il y a la paniculite de Weber-Christian, une maladie inflammatoire qui donne des nodules cutanés, notamment inflammatoires. Ça touche surtout les jambes. Et alors, l'infection à Bartonella quintana peut parfois donner des lésions cutanées un peu semblables, un peu bleues ou très vascularisées comme ça. Il y a beaucoup de mou dubitative ici et ailleurs, j'imagine aussi. OK. Elle revient aux urgences le lendemain parce que ça fait trop mal. Et donc, on demande un avis à un chirurgien vasculaire qui dit que le gonflement de l'avant-bras et du poignet est expliqué par l'obstacle au retour veineux, qu'il faut surélever le bras à hauteur du cœur, éventuellement mettre une manchette de compression, qu'il faut contrôler par un échodoppler par exemple, et voir un interniste. Il y avait un rendez-vous de suivi prévu en fait déjà, et continuer l'anticoagulation et qu'il faut bilanter les ganglions. J'ai une autre question. Finalement, au vu de l'histoire depuis janvier, est-ce que vous pensez que le problème, c'est une thrombose veineuse avec un gonflement secondaire ou qu'on a une thrombose veineuse qui complique cette drôle de lésion d'origine indéterminée des tissus mous du bras? Plutôt la deuxième. Elle retourne chez l'interniste le même, c'est le 8 juin. Elle est toujours sous Médrol 16 mg Xarelto. Et on trouve à la fin, à la rubrique discussion diagnostique, que vu l'absence de fièvre, de frissons et la normalité de la biologie, il n'y a pas d'indication de modification de traitement. Par contre, il faut une prise en charge en chirurgie de la main ou vasculaire. Et c'est finalement le 12 juin qu'elle vient à Delta voir le professeur Kogan. Donc, elle va être sauvée, quoi. Et donc là, effectivement,
il va y avoir un diagnostic différentiel, des traitements, commencer en empirique, mais surtout, on va décider de faire une chose que je vais vous montrer. Ici, vous voyez, c'est le 13 juin, donc c'est juste le lendemain apparemment de la consultation. C'est pour voir qu'on voit au niveau du cou, côté gauche, une nette tuméfaction, que son bras est toujours très infiltré, même si la lésion n'est pas énorme. Et Oui, donc, oui. là, un autre angle. Donc, elle est vraiment, elle pleure de mal, hein. Donc, tout ce bras est sous tension. Et effectivement, on voit sur la photo qu'il y a qu'il y a une tuméfaction qui remonte là jusqu'au cou. Euh, ouais. Je sais pas encore ce qu'elle a à ce moment-là, mais je sais qu'elle est pas bien, quoi. Mais donc, il va être décidé. Ah oui, elle fait un PET scanner le 14 juin, Oui, alors donc là, c'est 2 jours après. là, on obtient assez rapidement, parce que bon, manifestement, c'est urgent. Bon, je comprends pas d'ailleurs pourquoi est-ce que cette lésion n'a pas été biopsiée depuis longtemps. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un PET scan. Et le PET scan que vous voyez ici, c'est 2 jours après la consultation chez moi. Et finalement, les zones chaudes que Mathieu va redécrire, mais enfin, qui sont assez visibles, correspondent très bien d'ailleurs à l'examen clinique, quoi. Ouais. Là où c'est chaud, c'était empâté, douloureux. Donc, oui, vous avez la lésion ici, on voit là aussi, et avec l'infiltration jusqu'au ganglion qui remonte le long des relais. Mais donc, Ellie m'a coupé l'air sous le pied parce que moi, ce que je trouvais incroyable, c'était que... Ah oui, il y a une prise de sang qui est faite le... On est ici, hein, le 16 juin, qui reste complètement froide, hormis, vous voyez, des LDH un peu élevés. Et ça, c'était le 2 Les février. blancs sont normaux, la formule est banale. Oui, Et non, non, non? la corticothérapie avait, non, non, la corticothérapie avait été arrêtée. Il avait une corticothérapie très transitoire, donc il n'a plus de cortisone là. Et ça n'a rien changé, non. Mais donc, je disais que Ellie m'a coupé l'herbe sous le pied parce que finalement, on va décider, mais très très vite, parce que c'est fait en parallèle du PET scan et d'essais thérapeutiques empiriques. Par exemple, on pourrait demander au PG, qu'est-ce que vous feriez enfin comme examen après 6 mois que vous auriez pu peut-être décider de faire avant face à cette évolution d'une masse étrange sur le bras? On vous écoute. Artyom, tu ferais? D'accord. Voilà. Oui. Oui, enfin, la question, à ce stade-là, la question, quand même, c'est vrai elle est assez simple. Euh, mais l'autre point, c'était de voir qu'est-ce qu'on allait trouver. Donc, il y avait manifestement quelque chose d'inflammatoire, mais sans traduction biologique. Je pense que la remarque de gens par rapport à ce qu'on serait attendu à un syndrome inflammatoire dans quelque chose d'infectieux, voilà, bon, je pense quand même à Tularemi, aux autres diagnostics qu'il a évoqués, mais enfin, ça ne tenait pas bien la route. Euh, L'autre point était éventuellement une forme de paniculite qui aurait pu prendre de l'extension, donner par contiguïté une thrombose veineuse ou autre chose. Bon, il faut dire qu'à ce moment-là, euh, bon, on évoque quand même un des diagnostics vu les adénopathies, mais enfin, les adénopathies pouvaient aussi être des adénopathies inflammatoires secondaires. Donc, c'était pas clair et on obtient assez rapidement, puisque je l'ai vu le 12 et on a la biopsie le 19. Alors, j'avais insisté, puisqu'on ne savait pas très bien où on allait, donc j'ai vraiment insisté auprès du chirurgien d'avoir un prélèvement au niveau de la lésion primaire et également un peu plus haut sur les zones secondaires, parce que je ne tenais pas à ce qu'on tombe sur quelque chose d'inflammatoire non spécifique, et donc il fallait vraiment faire un prélèvement le plus complet possible, comprenant à la fois la lésion et un ganglion. Et donc, vous voyez ce qui est retiré là
de son bras. Est-ce que ça vous avance par rapport au diagnostic? En fait, la réponse est quasiment dans le diagnostic différentiel. Oui, quasiment. Pas tout à fait. Donc, on peut. Qu'est-ce que ce n'est pas? Oui, on peut commencer par. Oui. Commençons par qu'est-ce que ce n'est pas, ou bien qu'est-ce que ça pourrait être. Voilà. Alors, Bon, alors, infectieux, ça semble quand même peu probable, hein. L'évolution, l'absence de syndrome inflammatoire dans la prise de sang, etc., plaide fort contre un phénomène infectieux. Oui. Ceci dit, je rappelle une fois de plus, quand on est dans une situation où vraiment on ne sait pas, en principe, l'adage, c'est on a plus souvent affaire à une infection qu'on connaît, mais qui se présente de façon inhabituelle, plutôt qu'une infection qu'on ne connaît pas. Il y a des exceptions à cet adage-là. Autrement dit, ça pourrait être quelque chose d'infectieux, sans syndrome inflammatoire. Enfin, je me souviens comme ça d'un poster à une société française de médecine interne. Vous avez présenté tous des trucs infectieux, euh, évolutifs, sans syndrome inflammatoire. Ils avaient tout pris comme type inflammatoire. Ils avaient une tuberculose avec une caverne au sommet, une endocardite bactérienne, que sais-je. Donc ça, c'était assez interpellant. Donc soit on se trouve dans une situation telle que celle-là, donc la porte reste ouverte, ta mycobactérie marinum, là, voilà, pourquoi pas, hein, ou alors on se trouve dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça peut arriver de temps en temps aussi. OK. Attends, pardon? Ah, pourquoi est-ce que... Non, non. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas fait dans toute cette histoire, c'est de contacter quand même l'interniste de départ qui a suivi cette patiente pendant longtemps. On aurait pu lui poser la question. Mais C'est peut-être parce qu'elle était sous Xarelto. oui, non, enfin, mais avant, oui, 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 oui. D'après la patiente, le médecin était convaincu que c'était une myosite. Dans sa tête, il était convaincu du diagnostic de myosite. Et donc, il ne sait même pas. Bon, OK. et donc, merci au docteur Trépan pour sa disponibilité pour venir commenter les coupes d'anatomopathologie. Je crois que les colorations pré-mycobactéries n'ont malheureusement pas pu aboutir. Mais enfin, Je peux pas aller sur la Oui, d'accord. Voilà, donc moi, je suis Anne-Laure Trépan, je suis pathologiste. Alors, je voudrais juste dire, avant toute chose, que si vous suspectez une maladie infectieuse, en cas de biopsie, toujours pensez à faire un prélèvement pour la microbio. C'est hyper important parce que nous, en tant que pathologiste, on n'est vraiment pas les personnes adéquates pour faire des diagnostics de maladies infectieuses. On a quelques outils, mais c'est vraiment pas notre topic principal. mais il y a un morceau qui est parti en bactérie. Voilà, mais c'est toujours voilà, c'est juste parce que parfois on se retrouve a posteriori à se dire ah mais c'est peut-être une infection. Nous, on a quelques outils, mais on arrive rarement à mettre un germe en évidence sur le plan histologique. Donc ici, vous voyez, donc il y a eu une biopsie cutanée qui a été faite et qui est assez profonde. On a vu la macroscopie. Là, vous reconnaissez la surface cutanée avec l'épiderme. Ici, on a le derme et là, on a une volumineuse masse. Pour nous, en tant que pathologiste, une masse tumorale. On n'a pas vraiment de doute quand on a cet aspect-là de se dire que c'est réactionnel, a priori. Voilà, à fort grossissement, je sais pas si j'ai passé une dia, non.
on se retrouve face à une tumeur qui est, constituée donc, de cellules très, très atypiques, plutôt de grande taille et qui n'ont pas d'aspect cohésif. Donc face à cet aspect-là, la première idée qu'on a, c'est de suspecter plutôt une pathologie, lymphomateuse. Et donc, en pathologie hématologique, quand on suspecte des lymphomes, on s'aide donc d'outils immunohistochimiques pour essayer donc de typer toutes ces cellules. Là, vous les voyez encore à très fort grossissement, donc on voit des cellules de grande taille qui sont très souvent irrégulières. Alors ici, vous voyez juste l'exemple des 2 marqueurs, les plus discriminants dans la pathologie, en question, à savoir l'immuno-anti-CD30 et on voit que toute la population tumorale est CD30 fortement positive et un anticorps anti-ALK, de la même manière ici, donc ça, c'est la tumeur qui est très fortement ALK positive. Donc voilà, face à ça, donc on a proposé je vous laisse la main? Oui? Merci. Et donc, au final, c'est un lymphome cutané, dit anaplasique, avec une positivité nette pour donc le CD30 et le marqueur ALK. Et donc, ta brosse en chien dent pour la trentenaire, chien dent c'est CD, trentenaire c'est 30. Donc, le CD30 était bien dans le titre. Et aussi parce que se brosser avec une brosse en chien dent, ça fait mal au bras. Oui, aussi. C'est ça. Donc, un petit mot et après, en fait, le professeur Bron parlera également au travers de quelques questions. Donc, parmi les lymphomes cutanés, qui sont quand même des pathologies rarissimes, et effectivement, c'est pas forcément facile d'y penser, on trouve des lymphomes d'origine T qui sont en fait la majorité des cas, 75 à 80 et puis dans le bas, vous voyez qu'il y a également des lymphomes B moins fréquents. Et parmi ces lymphomes T, on trouve le mycosis fungoïde qui est le plus fréquent pour 40 des cas des lymphomes T. Et en seconde position, c'est le lymphome, enfin les désordres lymphoprolifératifs cutanés primaires avec expression du CD30, qui représente environ un quart des cas des lymphomes T cutanés. Habituellement, alors là c'est un peu complexe, peut-être que le professeur Bron en parlera, il y a des formes purement cutanées et qui ne sont pas associées à la mutation ALK et qui sont plutôt de pronostic favorable. Mais il peut exister aussi des formes systémiques. Donc, le lymphome T cutané anaplasique, c'est en fait un sous-groupe d'un sous-groupe. Vous voyez ici les différents types, je n'ai pas tout mis non plus, des lymphomes T cutanés. Le mycosis fungoïde, on vient d'en parler. Il y a d'autres choses comme le syndrome de Sézary, entre autres. Et puis, vous voyez au milieu ce groupe de tumeurs lymphoprolifératives cutanées primaires à CD30 positifs dont on retrouve la forme cutanée primaire à large lymphocyte dit anaplasique. Alors, peut-être que le professeur Bon pourra parler éventuellement de la concertation qui a été faite sur ce cas, de la décision thérapeutique plus en détail. Mais en tout cas, il a été décidé au départ de traiter la patiente par méthotrexate, et pas des grosses doses, puisque c'est 20 mg. Donc, à partir du 30 juin, elle reçoit des injections par méthojecte de méthotrexate. Et en fait, la réponse est très bonne. Donc, vous pouvez comparer par rapport à juin au-dessus et des photos de juillet en dessous, où on voit une diminution de la tuméfaction. Donc, il y a en tout cas une réponse clinique. Vous avez ici le PET scanner du 22 septembre qui répond que les différentes adénopathies et les différentes lésions ont disparu. Et ça, c'est son bras au début 2024. Et donc, c'est quoi un lymphome et pourquoi les lymphomes ou les lymphocytes ont un tropisme cutané?
comment se présentent les lymphomes non-Hodgkiniens T, quand est-ce qu'il faut y penser, quel est le pronostic de cette jeune patiente qui a 30 ans et comment fonctionne l'immunothérapie par Adcetris. Je pense que Mathieu, tu n'as pas eu le temps d'en parler, je crois, hein. Tu as parlé que du méthotrexate, hein. Ouais. Donc, c'est quoi un lymphome? Il y a des hématologues dans la salle, donc je ne vais pas les blesser. Mais pour ceux qui ne sont pas habitués, donc, vous savez que nos cellules souches partent de la moelle osseuse, que dans les os, il y a la moelle rouge et la moelle jaune. Donc, la moelle jaune, c'est celle que vous mangez dans les ossobucaux. Donc, c'est de la moelle morte. La moelle vivante, elle est rouge et elle donne les cellules souches qui donnent tous les éléments du sang. Et donc, dans la moelle osseuse, la cellule souche se différencie déjà en une cellule souche lymphoïde, où vous retrouvez la racine de tout ce qui est lymphocyte, et la cellule souche myéloïde, dont on ne va pas du tout parler aujourd'hui, c'est celle qui donne les polynucléaires, les globules rouges, les plaquettes et les monocytes. Et donc, on va s'intéresser à plutôt cette lignée lymphoïde. Et quand tout se passe bien, donc la cellule souche se différencie déjà dans la moelle en cellule souche lymphoïde, et puis elle va passer soit dans le thymus, où là elle va maturer en lymphocytes T, les CD4 et les CD8 et aussi les lymphocytes NK, et elle va passer dans la rate et dans les ganglions, et là elle va devenir les lymphocytes B. Alors pourquoi ça s'appelle lymphocyte B? Et ça, il n'y a plus aucun étudiant qui sait. En fait, c'est parce que les lymphocytes B ont été découverts chez l'oiseau. Et chez l'oiseau, les ganglions, on appelait ça les bourses de Fabricius. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle B. Parce que tout le monde dit c'est B pour bone marrow, ça n'a rien à voir. Ça vient des bourses de Fabricius de l'oiseau. Donc, ça, c'est l'histoire de la médecine. Et donc, il y a toute une cascade de maturation des T vers des lymphocytes de plus en plus matures et puis des B vers des lymphocytes de plus en plus matures jusqu'à atteindre un lymphocyte B qui va produire des immunoglobulines. Alors, quand on est dans le malade, la maladie, c'est qu'il y a un accident génétique. Le cancer, c'est toujours un accident génétique qui peut être une mutation, une translocation, une délétion, une surexpression d'un gène quelque part dans cette cascade de maturation entre la cellule souche lymphoïde et les cellules matures du sang. Donc, si vous avez cet accident dans ce trajet-ci, vous avez tous les lymphomes non-Hodgkiniens T et B. Aujourd'hui, on décrit à peu près une soixantaine de lymphomes B différents et une 25 lymphomes T différents parce qu'on avance très, très fort dans les classifications par la génétique. Par contre, si vous avez la mutation qui se fait au niveau de la cellule souche lymphoïde qui se met à proliférer de manière anarchique, vous allez avoir une leucémie aiguë lymphoblastique ou un lymphome lymphoblastique quand il y a des masses ganglionnaires. Si vous avez la mutation au niveau de la cellule souche tout à fait indifférenciée, vous avez les leucémies aiguës indifférenciées. Mais si vous avez la mutation au niveau de lymphocytes B matures qui produisent déjà des immunoglobulines, vous allez avoir le myélome multiple. Alors pourquoi le myélome multiple, il n'est pas dans le sang? C'est parce qu'en fait, cette cellule, elle n'est capable de survivre que si on lui donne un engrais qui est l'IL6 et elle va trouver ça dans la moelle. Donc la cellule, en fait, c'est une cellule très mature, qui est une cellule du sang, qui a un accident génétique, mais elle ne va survivre que dans les niches au niveau de la moelle osseuse. C'est comme ça que le myélome, ce n'est qu'en bout de maladie qui circule. Si vous avez une mutation juste avant que le lymphocyte ne produise l'immunoglobuline, vous avez la leucémie lymphoïde chronique, qui est une maladie qui circule dans le sang. Et donc, de la même façon, si vous avez une mutation au niveau de lymphocyte T mature, ces lymphocytes T matures vont aller se mettre dans tous les endroits où on a besoin de lymphocytes T dans l'organisme. Et comme les lymphocytes T, vous savez que c'est une sentinelle de l'organisme, ils vont dans les endroits où on a besoin de surveillance. Donc, on a surtout des lymphocytes T, bien sûr, dans le sang, mais dans le tube digestif, qui est une porte d'entrée des intrus, et dans la peau, qui doit se défendre, et aussi dans le foie. Donc, ce sont les 3 sites où on retrouve des lymphocytes T de surveillance, et c'est comme ça que les lymphomes T vont surtout se présenter au niveau du foie, du tube digestif et de la peau. Donc, ça, c'est pour vous expliquer. Alors, les lymphomes T, on a énormément progressé. C'est un petit sous-groupe des lymphomes non-Hodgkiniens. Si vous prenez tous les lymphomes qui dérivent des cellules B malignes, vous avez 10% de Hodgkin, 10% de CLL, 70% de lymphome B agressif ou indolent et 10% seulement de lymphome T.
Et en général, on fait la différence entre les lymphomes systémiques et les lymphomes cutanés. Donc ici, on est dans les lymphomes cutanés. Et donc, c'est devenu extrêmement compliqué avec l'émergence de la génétique. Mais globalement, on a trois formes, trois présentations. On a la présentation leucémique, puisque ce sont des lymphocytes T qui peuvent être tout à fait matures. Et ça, ce sont les leucémies à lymphocytes T, prolymphocytaires, les LGL, leucémies à lymphocytes granuleux, que les hématologues connaissent bien, les leucémies liées à l'HTLV1, des leucémies liées à l'EBV. Donc, ce sont des formes leucémiques. Alors, on a les formes nodales qui ressemblent plus à des lymphomes classiques avec des ganglions, des rats, dont notamment le lymphome angio-immunoblastique et les lymphomes associés aux prothèses mammaires que vous avez vu beaucoup ici. Et alors, il y a toutes les formes extranodales qui sont là où il y a des lymphocytes T, donc énormément de lymphomes T dans le tube digestif qui sont souvent des lymphomes très agressifs. Et puis, tous les lymphomes cutanés dont Mathieu vous a déjà parlé, le plus fréquent est le mycosis fungoïde et celui de notre patiente, c'est un CD30 primary cutaneous CD30, donc c'est celui-ci. Alors, comme elle exprime le CD30, et pour expliquer le traitement, c'est une entité qui est bien connue une fois qu'on a l'anapate, mais bien sûr, on a besoin de l'anapate parce que le lymphome cutané, c'est difficile. Une fois qu'on a le diagnostic, c'est une entité qui est bien connue pour laquelle on a un traitement, qui est le méthotrexate. Et vous avez vu que ça a fonctionné parfaitement chez cette patiente, mais il exprime le CD30. Et donc, la question était, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter une immunothérapie? Là, c'est triste, c'est un anticorps conjugué qui cible spécifiquement le CD30. CD30, c'est un marqueur de surface qui est le reflet d'un gène de prolifération de la cellule et qui est exprimé beaucoup dans les lymphocytes T. Et donc, c'est un anticorps humanisé qui a été couplé à l'auristatine. L'auristatine, c'est un poison du fuseau. C'est une chimiothérapie qui avait été testée à l'époque, mais qui avait été immédiatement retirée tellement elle était toxique. C'est un poison du fuseau, donc très neurotoxique, et qui est couplé à cet anticorps. Et comment ça fonctionne? Comme toutes les immunothérapies, donc ça cible le CD30 à la surface. La cellule, une fois elle est couverte par cet anticorps qui a reconnu le CD30, elle va l'internaliser, il va y avoir une endocytose, et puis le CD30, à travers les lysosomes de la cellule, vont être libérés de cette auristatine qui va aller se mettre au cours de la mitose, qui va être un poison, comme la vincrécine, un poison du fuseau, et donc qui va entraîner la mort cellulaire. Il y a aussi ce qu'on appelle un bystander effect, c'est que parfois l'anticorps libère la vincrécine avant même qu'elle ne soit dans la cellule, et donc on a parfois un effet de chimiothérapie des cellules alors que là, elles n'ont pas pénétré des cellules CD30. Alors, quel est donc, on reviendra après sur le traitement de cette patiente. Quel est le pronostic? Donc, ces lymphomes CD30, il y en a deux types. Il y en a des formes tout à fait indolentes, comme la papulose lymphomatoïde, qui est une maladie que les dermatologues commencent à bien connaître, pour lequel on fait juste ou des lotions de corticoïdes ou parfois rien du tout, ça vient, ça part. Mais il y a la forme des lymphomes cutanés primitifs, agressifs, à grandes cellules. Donc la morphologie est un peu différente. Je pense que pour les pathologistes, c'est facile de faire la différence. Et vous avez entendu que cette dame, elle avait commencé il y a 6 mois par des lésions rosées dans le dos qui avaient disparu spontanément. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans cette papulose lymphomatoïde. Donc, il n'est pas impossible qu'elle soit passée de l'un à l'autre. Et alors, il y a les lymphomes agressifs, CD30, que cette patiente n'a pas. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? On a des guidelines internationales, et vous voyez, donc c'est vrai que quand Elie m'a contacté, on a tout de suite dit, mais le traitement chez ces patients, c'est le méthotrexate une fois par semaine, oral ou en sous-cutané. C'est une patiente jeune et c'est une maladie qu'on ne guérit pas. Comme beaucoup de lymphomes T, on ne guérit pas. Donc, on ne donne pas des traitements qui risquent d'induire des effets leucémogènes pour une maladie qu'on ne va pas guérir. Et donc, on a commencé par le méthotrexate. Donc, s'il y avait une maladie résiduelle
On peut irradier, c'est une maladie très sensible comme toutes les lymphomes anaplasiques très sensibles à la radiothérapie. Donc on peut irradier s'il reste un résidu. Pour le moment, elle est bien contrôlée. Et la question était, comme c'est une maladie qui était assez infiltrante, parce qu'il y avait une infiltration des lymphatiques, des tissus sous-dermiques avec compression et même une thrombose. Donc on a présenté ce cas à Paris où il y a un groupe d'experts qui se réunit une fois par mois. Et donc, on a une dermatologue, Marine Devic, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, qui a présenté le cas. Et eux ont proposé qu'on fasse une consolidation par cette immunothérapie. Donc là, on se heurte maintenant au remboursement en Belgique, mais on va essayer de pouvoir... Ça ne va pas la guérir, mais comme elle est jeune, ça va lui donner un sursis de réponse beaucoup plus long. Et ça n'a pas de toxicité, ça n'est pas leucémogène comme traitement. Alors, quel est son pronostic? Le pronostic de ces lymphomes cutanés, alors qu'ils ont une présentation extrêmement agressive et avec des lésions qui sont ulcérées, noirâtres, ça donne un aspect effrayant. Mais vous voyez qu'à 5 ans, on est à 97% et même à 10 ans, vous allez voir qu'on est à 80%. Malheureusement, on ne guérit pas, donc il faut s'attendre dans un cas sur deux à ce que ça revienne. Et ça peut parfois sortir de la peau. La patiente avait d'ailleurs déjà des ganglions de drainage qui étaient inflammatoires. Donc, la mortalité par la maladie est très, très rare. En général, on a des traitements avec lesquels on peut contrôler la maladie. Donc, il y a le méthotrexate, mais on a aussi l'Adcetris, on a aussi la chimiothérapie, on a aussi d'autres médicaments ciblés. Et elle a aussi la chance. Ça, ce sont les facteurs de mauvais pronostic. Donc, c'est quand on a de multiples lésions. Vous voyez ce que ça veut dire, multiples? Elle n'en est pas là. Elle avait une grosse lésion à son coude. Mais donc, si on a une présentation comme ça, c'est beaucoup plus mauvais comme pronostic. Et quand on a des atteintes viscérales, ce qu'elle n'avait pas non plus. Et donc, voilà son pronostic. Donc, vous l'avez entendu, elle est ALK positif, ce qui lui donne une arme thérapeutique parce on a maintenant un anti-ALK que les oncopneumologues connaissent bien parce qu'en fait, il a été mis au point pour l'oncologie thoracique. Mais donc, ce crizotinib est efficace aussi dans ces lymphomes-là. Et si vous regardez, donc ici, c'est en mois. Donc, à 10 ans, on est encore à 80% quand on est allé ALK positif. Donc, elle ne va pas guérir. Vous voyez que ce n'est pas une courbe en plateau, mais on a une espérance de vie qui est excellente. On a déjà en deuxième ligne, comme elle a le cas positif, on a déjà un traitement et il y aura certainement d'autres traitements qui vont arriver. Voilà ce que je voulais vous dire de cette maladie. OK, merci Dominique. Alors, euh, bien, mais donc le point, c'est qu'on est quand même, et on l'a dit, dans une situation quand même extrêmement rare. D'ailleurs, quand on regarde des séries, c'est rare qu'on ait des séries de lymphome T cutané anaplasique avec des grosses séries. C'est mélangé souvent avec des papilloses lymphomatoïdes et d'autres lymphomes CD30. Donc, c'est compliqué dans un cas individuel comme celui-ci de prendre des généralités, de s'inspirer des études publiées dans la littérature. Ça, c'est le point 1. L'autre point, c'était de savoir au départ, est-ce qu'on est dans une forme cutanée stricte ou bien est-ce qu'on est déjà dans quelque chose de plus systémique? Euh, Comme vous avez vu dans le tableau que Dominique a montré, c'est dans les formes cutanées que le méthotrexate est recommandé. Notamment, c'est des lymphomes qui peuvent survenir chez l'enfant. Donc, il y a beaucoup de séries chez l'enfant aussi. Et là, quand on a une lésion isolée, là, le pronostic est tout à fait différent. Donc, ici, on est dans une situation un petit peu à cheval entre quelque chose qui est en train de se généraliser, mais ça restait quand même du loco-régional. Et donc, j'oserais pas dire moi personnellement, j'oserais pas dire qu'elle va pas guérir. Voilà. Quelle est la biologie particulière de ce lymphome chez elle? On n'en sait rien. Alors, à Paris, et on a discuté le cas ici en com,
où globalement on se disait, mais voilà, pourquoi d'emblée commencer avec une chimiothérapie, une polychimiothérapie chez quelqu'un de jeune, alors qu'on pourrait espérer avoir un effet avec le méthotrexate. Ça a été quand même assez extraordinaire. On vous a montré l'évolution début janvier, mais ici, dès la première injection de méthotrexate, cette tumeur est en train de régresser et son bras est en train de revenir normal et de ne plus lui faire mal. Donc il y a un effet assez inattendu. Quand vous voyez ça, vous dites c'est un lymphome, on donne juste un peu de méthotrexate une fois par semaine. C'est vrai que c'est une biologie quand même très particulière. Donc on a pris cette option-là, contrairement à l'époque à l'option de Paris, mais enfin qui n'avait pas vu la malade, c'était quand même un point important, qui préconisait une polychimiothérapie. Quand on a représenté le cas maintenant, où on a un PET qui est tout à fait nettoyé, plus de lésions, est-ce qu'on continue comme cela ou bien on veut plus? C'est là où ils ont recommandé quand même de consolider avec un anti-CD30. Donc l'évolution sera intéressante. Une question qui reste ouverte, qu'est-ce qu'on fait après ces cures d'anti-CD30? Est-ce qu'on reste comme ça ou on la remet sous métaux? Enfin, dans les maladies auto-immunes, que ce soit un psoriasis ou une PR, ben, voilà, on a son métaux toutes les semaines et puis c'est tout. Et on, ok, et on ne guérit pas, mais enfin, euh, on, on vit comme quelqu'un d'autre. Et donc la question, est-ce qu'après, Dominique, est-ce qu'on la remet malgré tout sous méthotrexate ou bien on laisse voir s'il y a quelque chose qui réapparaît? Bah, pour rester classique avec le traitement de ces lymphomes indolents, oui, c'est plus facile. Et donc, on devrait faire 1 an de méthotrexate et une consolidation par immunothérapie qui est à la demande de l'équipe de Paris, c'est vrai, parce que moi, j'avais plus envie d'éventuellement, sachant que la racine, elle est vraiment dans le pli du coude, j'avais envie de consolider par radiothérapie la racine de ce Ouais. lymphome, mais comme tu dis, lui donner peut-être une chance de guérir. Et donc là, on travaille un peu sans filet. Donc, elle est en rémission complète au PET scan. On va traiter par 1 an de méthotrexate, on va faire sa consolidation parce que je crois que ça va quand même augmenter ses chances d'avoir une durée de réponse plus longue. Et, et puis la surveiller. Puis la surveiller. Alors, il y a eu dans toute cette histoire une série de distracteurs. Qu'est-ce que c'est que cette affaire sur son bras droit qui est parti tout seul? Il y avait quand même des éléments pour dire qu'il y avait une myosite. Alors, bon, j'ai trouvé enfin c'est rare, quelques papiers avec des myosites paranéoplasiques. Et donc, voilà, je lance l'hypothèse, mais on n'a pas de meilleure hypothèse pour expliquer ce qui se passait sur ce bras droit qui s'est résolu aussi tout seul. Et de la même manière, les lésions dans le dos, on peut présumer que c'était le même type de lésions qui ont spontanément régressé. Ce qui est aussi un petit peu curieux, bon, si ce n'est que on peut se dire que voilà, le système immunitaire a agi, je dirais, partiellement sur des lésions autres, et puis que la lésion du pli du coude a progressé pour elle-même. On n'a aucune certitude par rapport à ces événements-là, mais qu'il faut bien dire, ont été des distracteurs dans le raisonnement clinique de la lésion principale et également l'élément de thrombose veineuse. Mais on peut comprendre quand on voit la biopsie que dans cet état inflammatoire, il y a une thrombose de contiguïté, mais c'était un autre élément qui a gêné le raisonnement clinique de ceux qui l'ont vu avant. Bon, nous, on l'a reçu, les choses étaient quand même assez simple. C'était dit, ben voilà, il faut une biopsie et puis on verra. On n'a pas dit, on va faire une biopsie pour trouver un lymphome cutané CT30 anaplasique. Donc ça, on n'a pas dit. L'entité, enfin, si je devais me lancer dans la probabilité, euh, et on a vu citer dans un ou deux tableaux, les lymphomes paniculique-like lymphoma, ça me plaisait assez par rapport à cet aspect très inflammatoire au niveau du bras. Mais finalement, c'était autre chose. OK.
Bien, mais voilà, on reviendra dans un an pour vous donner la suite. Oui, OK. Eh bien, merci beaucoup et à la semaine prochaine.